Bonjour à tous, bonjour, bonsoir et pour quel que soit côté, vous pouvez suivre le panel ça. Et moi, c'est Kirby Thermidor, c'est coordonnateur programme entrepreneur scolaire de CEDEL Haïti, qui est le centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti. Et c'est coordonnateur progrès, qui c'est le programme d'entrepreneuriat scolaire à travers les écoles. C'est un programme qui mission, c'est transmettre tout le monde dans l'école et dans tout âge les valeurs et les cultures entrepreneuriales. Je dis à nous pour une conversation assez intéressante dans le cadre du sommet de la finance. Et moi, j'ai avec moi deux personnes qui passaient de présentation, de grands poteaux de garçons, de monde qui s'est pratiquement peut-être dit des modèles pour moi personnellement, et des modèles de professionnels, des modèles d'engagement, des modèles de connaissance, des modèles de savoir. Et moi, j'ai avec moi, je dis pour me partager panel ça, et Thomas Lalim, et moi, j'ai avec moi et Guy Etienne. Et je vais faire une courte présentation, peut-être de tout ça que tu as peut-être représenté, que je suis certain que ma fille découvrir à travers l'expérience, connaissance et tout ça que vous gagnez. Et je dis, nous allons avoir une conversation extraordinaire autour de thématiques qui c'est l'éducation entrepreneuriale et financière. Quel modèle dans le contexte de COVID-19, dans le contexte actuel là, comment est-ce que nous avons construit capital humain? Comment est-ce qu'on peut utiliser l'éducation entrepreneuriale et l'éducation financière pour la création de nouveaux modèles de capital humain? Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais laisser soin à nos intervenants de leur présenter, de dire qui ils sont et tout ça. Et Guy Etienne et Thomas Lalim, vous avez la parole. Donc, Guy Etienne, tu commences. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Et je suis Guy Etienne, je suis directeur du Collège 4 Spessoir. En général, je n'aime pas trop me présenter, je préfère présenter mes actions et je préfère qu'on me connaisse par mes actions. Et je dirige le Collège 4 Spessoir, je suis ingénieur civil de formation et j'ai fait une maîtrise de chimie également à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Et j'ai participé à de nombreux séminaires de formation à travers le monde et je suis présentement conférencier international. Ben, moi-même, non pas M. Thomas Lalim, moi, peut-être, m'a dit un seul bagay, moi, fais un doctorat en économie. Et sujet de thèse, moi, c'était épargne et littératie financière des ménages au Canada. C'était peut-être première thèse, moi, quoi, qui fait ce sujet ça au Canada, parce que c'est un sujet qui à peine commencé, en fait, qui commence à intéresser l'économie à partir des années 2000 ou bien fin des années 90. Donc, moi, bien content de faire partie de panel ça. Moi, j'ai utilisé quelques idées que moi, été débattre dans la thèse là et regarder qui j'ai idée ça qui utile en Haïti, notamment dans le cadre système scolaire noir. Et m'a profité peut-être petit moment de présentation pour me saluer de préférer, en fait, pour me profiter saluer le travail professeur Guy Etienne a fait. Travail CEDEL a fait tout parce que c'est tout reste à venir pays passer par un système éducatif là et nous, malheureusement nous connaissons ligue un pile problème mais nous connaissons tout un pile monde qui a fait effort pour essayer de corriger les problèmes qui présentent. Donc c'est un grand plaisir pour moi avec nous je veux dire pour nous débattre de thème ça et garder ensemble comment nous améliorer le système. OK, et pratiquement, nous avons une présentation de deux mondes, ça, et monsieur est certain que vous passé de présentation, que ce soit Guy Etienne, que ce soit le docteur Thomas Lalim. Et je rappelle le sujet, c'est l'éducation entrepreneuriale et financière, quel modèle pour former du capital humain. Maintenant, si on devrait aborder ce sujet, c'est sûr que quelques heures pas suffit pour aborder ce sujet ça. Mais bon, et par rapport avec une question principale comme ça, et que ce soit Guy Etienne ou Dr Thomas Lalim, et Guy Etienne, qui
appréhension qu'on gagne, étant donné qu'on travaille avec l'école, et nous avons l'éducation entrepreneuriale et financière, quel modèle pour former du capital humain? Et qu'est-ce que vous pensez de sujet ça? Qui est appréhension de sujet ça? Bon, moi, je pense que son sujet extrêmement important. C'est un sujet d'actualité parce que je ne peux pas suspendre répéter qu'il y a un gros problème que l'école gagne de manière générale et l'école haïtienne en particulier. Nous, l'école apprend si moun seulement fait des projections sur le passé. Il ne faut pas apprendre si moun fait des projections sur l'avenir. Et c'est toujours autrefois c'était, mais qui projection sur l'avenir, qui Jean Poutimounio ouais avenir là. Et je pensais qu'avec le système de mémorisation à outrance qui gagne dans l'école qu'on y a là, il ne pas permettre Timounio faire ces projections-là, effectivement. Éducation entrepreneuriale et financière, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, nous-mêmes, nous pensons que c'est nous introduire dans l'école depuis déjà 7 ans. On a fait éducation entrepreneuriale, éducation financière, et c'est un module qui a autant d'importance pour nous comme module de communication, comme module de sciences, comme module de mathématiques, parce que tout ça, si on a pensé, c'est qui ça le faire avec, qui genre formation n'a pas l'école, qui permettre de venir de vrais acteurs de changement. Donc, comment pour devenir acteur de changement sans une formation réelle en entrepreneuriat et une formation en finance? Oui, et réellement apprécié ça. Maintenant, pour ton cas, et docteur Lalim, et comment est pertinence pour tel sujet en tant qu'économiste, mais tout en tant que monde qui garde et développement capital humain, développement et société, comment est pertinence et raison d'être un sujet pareil? Ouais, en fait, il y a plusieurs façons nous faire. Mais la première façon que je voudrais souligner, c'est le fait que l'école en Haïti, nous apprenons pile bagaille. Mais côté qui gagne faiblesse là, c'est tout ça n'apprend qui nous ka mobiliser pour permettre yo améliorer bien-être pas nous d'abord qu'apprendre et bien-être collectivité n'a vivre là-dedans. C'est surtout là il y a une petite faiblesse qui peut corriger. Nous songe l'homme dans CTPA m'apprendre pile bagaille dans économie, m'apprendre pile bagaille dans statistique. Mais le m'a quitté CTPA qu'on y a commencé à poser cette question, qui sont prêts à le faire à tout ça apprendre. Et c'est là ça où on nous compte que ou manquer des éléments qui permettent que ou mobiliser toute connaissance ça qu'on apprend pour créer, en fait, créer pour innover. Et à chaque fois qu'on parle de création, d'innovation, c'est exactement où tomber dans l'entrepreneuriat. Et entrepreneuriat, il est très large, en fait. Il est large dans le sens que dans ce de l'Haïti, nous devons réfléchir pour nous connaître qui j'en a créé un business, mais un monde qui est en recherche, par exemple, qui est à niveau académique, lui-même l'a réfléchi sur qui j'en l'a créé une nouvelle formule, qui genre l'a créé un nouveau théorème. Et surtout, nouveau théorème, ça permet de nous résoudre qui ça. Donc, nous pas seulement contenter de ça qui existait déjà, mais nous contenter de baser nous sur ça qui existait pour aller plus loin. Et c'est peut-être là qu'il y a une deuxième étape ça, dans le système d'enseignement panois pour nous mettre plus accent sur. Yeah. Et en fait, pratiquement, Gétienne parlait de projection de le futur, c'est que l'école t'a supposé espace permettre Simonio envisager le futur. Et tout comme Dr. Lalim, vous mentionnez que dit entrepreneuriat supposé espace permettre Monio garder comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a maintenant pour préparer encore le futur. C'est que les conversations contournées autour de futur, planification, prévision et autour de ça. Maintenant, l'étape anti-crash, je pourrais dire, est drôle si on a parlé d'éducation, si on a parlé d'éducation entrepreneuriale, pour ne pas toucher le principal élément qui c'est l'école. Et c'est l'école. Et maintenant, c'est par rapport avec le contexte actuel là, c'est comment nous voyons mission l'école. Mission l'école par rapport avec les écoliers, mission l'école par rapport avec le développement social. Comment nous voyons implication
l'école de tout ça? Et docteur Tomalay. Merci encore pour l'invitation et les questions, Kirby. Maintenant, avant même de passer au débat, je voudrais présenter assez rapidement, mais c'est juste peut-être par des formations à un certain moment. Je veux, quand je présente quelque chose, les idées de base soient claires pour que tout le monde qui regarde avec nous puisse suivre très bien pourquoi les concepts qu'on utilise, c'est quoi exactement. Exact. Donc, moi, ce que je veux vous présenter, c'est une nouvelle école axée sur la littératie financière et la création de richesses. Maintenant, pourquoi? C'est parce que l'objectif ultime pour moi aujourd'hui en Haïti, c'est la création de richesses. On voit que avec le niveau de pauvreté qu'on a, ça débouche sur des situations qu'on n'aurait même pas imaginées il y a de cela 10 ou 15 ans. Maintenant, on imagine que si les gens avaient plus d'activités économiques rentables à réaliser, peut-être on aurait une nouvelle, en fait, une toute autre situation. Maintenant, comment faire avoir une école axée sur la création de richesse? Comment produire de la richesse? De la même façon qu'on a un ingénieur avec nous, je ne sais pas si M. Etienne est ingénieur civil, mais de la même façon que l'ingénieur civil a appris à l'école d'ingénieur comment construire un bâtiment, c'est de la même façon que l'école doit nous apprendre comment créer de la richesse à un certain moment. Mais malheureusement, c'est ce qui manque, pas seulement en Haïti, mais un peu à travers le monde. On a appris un peu de tout à l'école, sauf la façon de créer de la richesse, sauf dans de cas particuliers. Donc, assez rapidement, je vais vous présenter la relation qu'il y a entre la littératie financière et l'épargne, accumulation de richesses. Évidemment, c'est un travail que j'ai fait dans le cadre de ma thèse de doctorat sur l'épargne et la littératie financière des ménages au Canada. Donc, au Canada, la préparation à la retraite est un sujet vraiment important pour les ménages. Ça devrait être important aussi pour nous en Haïti, mais c'est un autre débat, peut-être dans un autre contexte, je pourrais présenter l'aspect préparation à la retraite, mais maintenant, je veux me concentrer sur l'accumulation et la création de la richesse. En fait. Mais pour être, je dirais, pour être honnête avec la présentation que je vais faire, je considère le titre que j'avais présenté qui était le premier chapitre ou un article scientifique que j'ai publié sur le sujet. Maintenant, la deuxième étape, je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'on devrait axer l'école en Haïti aujourd'hui sur la littératie financière et la création de la richesse. Et une fois que ces deux parties seront comprises, à ce moment-là, la grande question qui s'en vient, c'est quoi enseigner dans cette école? Je vais faire assez rapidement, mais essayons de clarifier les termes. D'abord, c'est quoi la littératie financière? La réponse est très simple, c'est le fait de disposer des connaissances, des compétences et de la confiance en soi nécessaires pour prendre des décisions financières responsables. Les décisions financières responsables, ça veut dire que je veux investir mon argent, mais je ne vais pas prendre de risques non calculés. Donc, je dois utiliser mes connaissances, mes compétences, mes expériences pour pouvoir faire des choix éclairés. Un premier choix à faire, c'est dans quel outil que je vais investir, comment choisir un outil d'investissement. Et je crois que c'est un peu ce que fait Profin, c'est ce que fait CIDEL, mais peut-être la situation, en fait, le contexte est plus difficile parce que c'est des sujets qui devraient être enseignés à l'école, qui ne sont pas enseignés à l'école, donc ça rend le travail de ces institutions-là un peu plus difficile. Maintenant, je fais cette présentation dans un contexte où on est en train de parler de capital humain dans le cadre du sommet de la finance. Mais donc là, c'est pour ça que je me suis dit que pour les gens qui ne savent pas exactement de quoi on est en train de parler quand on parle de capital humain, je vais prendre une minute pour vous dire ce qu'est exactement le capital humain. Eh bien, le capital humain, c'est un ensemble de connaissances, y compris les connaissances sur la littératie financière, d'aptitudes, d'expérience, de talent et de qualité accumulées par une personne, une équipe
une organisation comme CEDEL ou comme Profin ou comme l'école 4 Soir ou un groupe d'organisations, donc ça peut être tout le pays dans son ensemble, et qui détermine en partie leur capacité à travailler, à produire pour eux-mêmes ou pour les autres. Et on a exactement besoin de capital humain en Haïti parce qu'on veut produire plus, on veut produire mieux, à la fois pour nous-mêmes, pour les ménages, pour le pays et qui sert pour exporter aussi vers les autres pays. Le concept de capital humain, c'est un concept qui a été initié par des économistes comme Schultz, comme Gary Becker en 1975. Et l'objectif, c'était de déterminer le rendement d'un investissement en éducation pour un individu donné. Ça veut dire, en Haïti, on sait que les parents investissent beaucoup en éducation de leurs enfants. Maintenant, à un certain moment, les économistes se posaient la question, est-ce que c'était un investissement rentable? Je ne vais pas rentrer dans les détails présentement parce que ça peut faire l'objet de notre débat. On n'a pas le temps ici pour le faire. Mais je vais juste mentionner que comme tout investissement, l'investissement dans le capital humain, ça a un coût, notamment les frais de scolarité, les frais de formation, mais aussi le coût d'opportunité. Par exemple, je peux prendre l'exemple sur toi, Kirby. Aujourd'hui, si tu choisis d'aller faire, je ne sais pas, un doctorat, si tu ne l'as pas déjà fait, à ce moment-là, tu vas laisser ton travail à CEDEL, tu vas laisser toutes les activités économiques que tu as maintenant, donc tu vas renoncer à un salaire. Et plus tu gagnes un salaire élevé aujourd'hui, c'est plus le sacrifice est grand. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas demander à tout. Il est difficile parfois pour les gens de faire la décision, notamment quand ils étaient en train déjà de travailler, de retourner à l'école. Mais en retournant à l'école, il y a un bénéfice attendu aussi. Très souvent, c'est une meilleure rémunération sur le marché du travail tout au long de sa vie. Et quand on compare le salaire de ceux qui ont été retournés à l'école et ceux qui continuent à travailler avec un niveau, disons, tout de suite après le secondaire, on voit que la pente de la courbe est plus raide. Ça veut dire que ceux qui ont continué à l'école vont gagner beaucoup plus au cours de leur vie, pas nécessairement tout de suite après leurs études. Donc, en investissement dans les études et les formations, donc à l'école, que ce soit primaire, secondaire ou à l'université, ça augmente le capital humain, en l'occurrence les aptitudes, les connaissances, donc ce qui permet de participer beaucoup mieux à travers un emploi plus rémunérateur à la création de richesses. Maintenant, la littératie financière, on vient de voir, ça peut être une composante du capital humain. Et ce qui est extrêmement important de noter, c'est que dans les études qui ont été faites, on a vu que le capital humain est essentiel à la création de richesse, à la prospérité et au bien-être. Et là, je suis en train de citer le groupe de travail sur la littératie financière au Canada dans un document qui date de 2011 qui dit que la littératie financière est essentielle à la prospérité et au bien-être des Canadiens. La prospérité, c'est exactement ce qu'on cherche, la création de richesse en Haïti. Et on a vu que cette littératie financière est étroitement liée à une bonne préparation à la retraite. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi une bonne préparation à la retraite? Eh bien, une bonne préparation à la retraite, c'est d'arriver à accumuler suffisamment de richesse au moment, pendant la période de travail pour que lorsqu'on ne peut plus travailler, on ait suffisamment d'argent pour pouvoir vivre confortablement. Donc, il y a bonne préparation à la retraite implique une forte accumulation de richesses ou une augmentation de l'épargne, communément appelée, durant la période de travail. Maintenant, quelle est la relation entre la littératie financière et l'épargne? C'est ça qui nous intéresse. Je vais juste passer pas beaucoup de temps, mais je vais essayer rapidement de vous présenter les résultats que moi et mon directeur de thèse avaient obtenus à partir d'une enquête, la première enquête de ce genre qui a été réalisée au Canada en 2009. Et ça nous a permis de documenter la présence de différences provinciales. On sait que le Canada est composé de 10 provinces. En termes de littératie financière, toutes les provinces n'ont pas le même niveau de littératie financière. Et on a aussi regardé, est-ce que les différences qu'on observe en termes de littératie financière conduisent
à des différences en termes d'accumulation de richesses ou en termes de préparation à la retraite. Et on a essayé de voir est-ce qu'il existe toujours des différences en termes de préparation à la retraite et d'épargne quand on tient compte de ces différences de littératie financière et aussi des différences au niveau socio-économique. Maintenant, assez rapidement, je viens de vous le dire, la littératie financière, c'est on peut la considérer comme une composante du capital humain. Pourquoi? C'est parce que la littératie financière peut nous aider à augmenter le rendement qu'on peut acquérir sur l'épargne. L'exemple que j'ai donné tantôt, les gens qui maîtrisent mieux qui ont un niveau de littératie financière plus élevé, ils peuvent être beaucoup plus intéressés à investir leur argent sur le marché financier, évidemment qui est encore rudimentaire en Haïti, mais il y a moyen d'investir, notamment avec la Profine, ou avec Profine, par exemple. Donc, à ce moment-là, les gens qui ont un meilleur niveau de littératie financière, ils peuvent augmenter le rendement sur l'épargne. Ils peuvent contribuer à mieux diversifier leur portefeuille. Et pour ceux qui sont en finance, ils savent l'importance d'avoir un portefeuille diversifié. Et ça peut leur permettre aussi de faire de meilleurs choix. Donc, ici, vous voyez que ce qu'on peut citer comme bénéfice d'avoir un niveau de littératie financière élevé, mais ça a un coût aussi. Le coût, c'est que étudier la finance, maîtriser le domaine de la finance, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a aussi la dépréciation, en ce sens que le marché financier de 2021, le marché financier de 2021, ce n'est pas le même marché qu'on a eu en 2010, par exemple. Donc, les connaissances qu'on avait en 2010 ne sont pas forcément exactement les mêmes que 2020, donc il y a une forme de dépréciation. Donc, si vous voulez, c'est comme le modèle de capital humain ici qu'on a essayé d'adapter à un contexte de littératie financière. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a montré qu'il y a une sorte de complémentarité entre le besoin d'épargner, qui est très élevé en Haïti, et le bénéfice d'investir dans la littératie financière. Et il y a aussi un rôle à jouer par les institutions, notamment les écoles, les organismes comme CEDEL, par exemple. Et en plus, il y a le fait que l'investissement en littératie financière augmente avec le revenu et diminue avec le taux de remplacement des régimes de retraite publique, qu'on n'a pas vraiment en Haïti. Le taux de remplacement est très faible en Haïti. Et il y a le fait que l'investissement en littératie financière augmente quand le coût d'investir baisse. Évidemment, le coût d'investir est relativement élevé en Haïti. Et l'éducation, ça va intéresser le professeur Étienne, est intimement liée à la capacité d'accumuler des connaissances financières, notamment en mathématiques et informatique. Donc, c'est pourquoi il y a un rapport étroit entre l'école que l'on a maintenant et que l'on doit orienter un petit peu plus vers la littératie financière, mais ça va passer par une meilleure compréhension des concepts mathématiques et surtout de l'informatique. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Dans l'enquête qui a été faite en 2009 au Canada, on a construit ce qu'on appelle un indice de littératie financière. Comment on a construit l'indice? On a pris 5 questions qui concernent l'inflation, le pouvoir d'achat, la diversification de portefeuille, le risque, la liquidité et les rapports de crédit. Et on a construit un indice. On a dit, est-ce que les personnes étaient capables de répondre correctement à des questions concernant ces 5 thématiques? Et si on a construit un indice, si l'individu a eu plus de 3 bonnes réponses sur les 5, on dit que c'est un individu qui a relativement un bon niveau. Et les individus qui n'étaient pas capables de trouver 3 bonnes réponses, on dit que leur niveau était très faible. Et on a considéré les autres variables comme la richesse nette du ménage, qui est l'épargne, et aussi le fait d'avoir suivi un cours de littératie, d'éducation financière. Alors, il faut faire la différence entre éducation financière et littératie financière, parce qu'on peut avoir suivi un cours de littératie financière, mais on n'a pas acquis suffisamment de compétences pour prendre des décisions éclairées.
ce sont ces deux variables les plus importantes qu'on a considérées. Maintenant, un graphique pour vous montrer que ici, au Québec, on a vu que dans tous les cas, pour tous les niveaux d'éducation, le Québec avait un niveau de littératie financière plus faible que dans le reste du Canada. Maintenant, je pense que pour ne pas prendre trop de temps, je vais rester uniquement à ce graphique-là pour vous montrer que au Québec, le niveau de littératie financière est plus faible. Et je vais vous montrer un autre résultat qui va vous dire que au Québec aussi, si vous regardez ce tableau-là, au Québec aussi, le niveau d'épargne, ça c'est l'épargne chez les moins de 55 ans, non retraités. Vous voyez, le niveau de l'épargne est plus faible au Québec à tous les niveaux. Maintenant, la question que l'on se pose, est-ce que le niveau d'épargne ou de richesse plus faible au Québec est justifié par le plus faible niveau de littératie financière qu'on a constaté dans le graphique? Et autre indicateur aussi, on voit qu'au Québec, en fait, ils participent moins au marché financier, par exemple. Il y a 35% de personnes qui participent au marché financier au Québec, contre 44% dans le reste du Canada. Donc, si vous regardez au niveau de possession de personnes qui possèdent une maison, c'est à peu près pareil. Et on n'a pas beaucoup de temps pour bien expliquer tout ça, mais je vais juste prendre une minute pour vous dire, on va regarder maintenant, c'est quoi qui détermine le niveau de littératie financière. On voit qu'avoir suivi un cours d'éducation financière est très important ici. Regardez qu'il y a un effet positif et très significatif pour ceux qui sont intéressés par les modèles statistiques. Là, on a fait un modèle logique, mais je ne vais pas entrer dans les détails techniques ici. Regardez ici le fait qu'on a des résultats négatifs au Québec à tous les niveaux. Donc, ça veut dire au Québec, le niveau de littératie financière est plus faible. Être au Québec, vous pénalise un peu en termes de littératie financière. Maintenant, on va regarder l'association maintenant entre littératie financière et préparation à la retraite. Mais préparation à la retraite, ici, c'est en termes d'accumulation de la richesse. On voit que les gens qui ont un niveau de littératie financière plus élevé, regardez ici, on a des signes positifs. Et si on essaie d'interpréter ça, c'est comme avoir un niveau de littératie financière relativement élevé, augmente de 13% la probabilité d'augmenter l'accumulation de la richesse à un moment donné de sa vie. Donc, on voit qu'avoir un niveau de littératie financière augmente votre capacité d'épargne aussi. En fait, on a considéré la préparation à la retraite à 3 niveaux ici. Le fait de détenir des actifs financiers, le fait d'avoir un niveau d'épargne élevé et le fait de dire oui, moi je prépare bien ma retraite, ça veut dire j'épargne suffisamment pour lorsque je serai à la retraite pour que je puisse faire face à mes dépenses convenablement. Dans tous les cas, dans les 3 acceptions du terme, ceux qui ont un niveau de littératie financière plus élevé font beaucoup mieux que ceux qui ont un niveau de littératie financière faible. Donc, vous avez bien compris maintenant pourquoi je dis qu'il nous faut en Haïti une école qui est axée sur la littératie financière. Maintenant, comment? C'est en ayant un cours d'éducation financière, mais un cours qui est bien charpenté, qui traite exactement des concepts que les gens, les élèves, quel que soit le niveau primaire, secondaire et universitaire, doivent savoir. Parce que si vous vous rappelez, dans le graphique que je vous ai présenté, même les universitaires n'étaient pas capables forcément de déterminer les bonnes réponses aux questions concernant même l'inflation, qui devrait être une question assez triviale. Donc, il faut un cours d'éducation financière qui augmente le niveau de littératie financière, qui à son tour va augmenter le niveau d'épargne ou de création de richesse. Ce qu'on a vu, c'est qu'un plus faible niveau de littératie financière conduit à une plus faible participation sur le marché financier et une épargne plus faible au Québec. Donc, le Québec aussi est considéré comme une province relativement pauvre comparée aux 9 autres provinces du Canada. Comme nous, en Haïti, on est un pays relativement pauvre. Un cours d'éducation financière est donc extrêmement important.
Maintenant, quels sont les prérequis pour avoir une bonne connaissance, un niveau de base en littératie financière? Eh bien, il faut un enseignement de maths, mais un enseignement pas pour dire aux étudiants comment faire une représentation graphique d'une fonction, mais comment de préférence utiliser les notions mathématiques dans leur vie de tous les jours, notamment dans le domaine de la finance, de la comptabilité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut enseigner? Je pense que c'est le dernier point là sur le sujet. Eh bien, comme on a vu, je reprends ici les indicateurs qui nous ont permis de construire l'indice de littératie financière. C'est l'inflation. Donc, les gens doivent savoir clairement c'est quoi l'inflation, quels sont les produits financiers disponibles et comment choisir entre les produits disponibles. Les gens doivent savoir comment l'inflation affecte leur pouvoir d'achat. Les gens doivent avoir une idée claire sur l'importance de diversifier leur portefeuille, sur l'importance de la liquidité si vous êtes gestionnaire d'entreprise, sur l'importance d'avoir un rapport de crédit à la fois si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes un particulier, l'importance de plan d'affaires. Ce sont là si vous voulez, des points qui devraient faire partie du cours d'éducation financière dans le but d'aider les jeunes à acquérir un niveau de littératie financière beaucoup plus élevé. Donc, et pour terminer, justement, ça fait le tour et ça vous donne une idée de la raison pour laquelle je dis et je souhaite que l'école en Haïti mette un peu plus d'accent sur le concept de littératie financière, un peu comme les pays industrialisés sont en train de le faire présentement. Je vous remercie pour cette première partie. On va écouter professeur Étienne et après on va faire le débat. Yeah, c'est pratiquement une très bonne présentation, une très, très belle présentation. Donc, je sais aussi que Guy Etienne, tu as une présentation autour du sujet. Donc, je te laisse le soin de faire ta présentation. OK. Bien. Alors, après cette superbe présentation du docteur Lalim, notre conviction est renforcée sur l'importance d'introduire dans les écoles une formation entrepreneuriale et financière. Et ceci nous a toujours préoccupé. Quel est le rôle de l'école? Comment l'école doit-elle préparer les jeunes pour un avenir dans le domaine de développement face à la technologie? Parce que là, j'aime bien commencer une présentation en disant que la technologie va si vite qu'on a souvent l'impression que ce matin, c'est déjà hier. Mais la question qu'on se pose, comment l'école doit-elle influencer les jeunes pour que cet après-midi devienne demain matin? Donc, quel est en fait le rôle de l'école? Il faut absolument que tout système éducatif soit dynamique. Le gros problème que nous avons dans les écoles de manière générale et en Haïti en particulier, notre système éducatif porte les jeunes à faire des projections sur le passé. C'était comme ça autrefois, on étudie l'histoire d'Haïti jusqu'à quelle période, on apprend la politique agraire de Dessalines et maintenant nous commandons du citron de la République dominicaine. Donc, à quoi sert l'école en réalité? Et il faut absolument que les écoles préparent les jeunes vers un développement, vers une harmonisation entre la technologie et les besoins de développement de la communauté. Et notre préoccupation en général, c'est quelle adéquation entre les valeurs qui sont véhiculées dans les écoles et les grands défis du futur. Parce que là, il est absolument nécessaire de comprendre que les indicateurs de performance ont changé. Autrefois, un élève était performant comment? Quand, comme disait le docteur Lalim, quand il était capable de tracer le graphe d'une fonction donnée par le professeur de mathématiques sans faute, sans rature,
et il avait 10 sur 10. Mais comment interpréter ce graphe dans la résolution d'un problème de terrain? Ceci n'a pas été appris à l'école. Et nous comprenons donc qu'il faut que les systèmes éducatifs s'adaptent. Et comment s'adapter? Le professeur n'est plus celui qui est détenteur du savoir, parce qu'avec la technologie maintenant, les élèves ont les informations certaines fois beaucoup plus vite que nous. Il faut donc que les professeurs deviennent de préférence des coachs. Ça veut dire qu'il faut que les enseignants soient capables d'accompagner les élèves vers un nouveau système que l'on doit établir dans les écoles, c'est la recherche. Il n'y a pas d'éducation sans recherche. Et donc, nous devons absolument penser que les pistes de réflexion qui doivent orienter la nouvelle école. Il n'est plus question de parler de méthode de travail. Les élèves doivent s'adapter aux professeurs. Nous devons de préférence penser à des approches pédagogiques et des approches qui peuvent nous permettre de répondre à des besoins de développement. Mais pour cela, si on pense à ces approches pédagogiques sans former d'abord les enseignants à cette nouvelle école, ça va être encore un échec parce que toute transformation du système éducatif passe obligatoirement par la formation des enseignants. Il faut donc effectivement renforcer la capacité des enseignants et leur faire comprendre que l'un des rôles qu'ils ont à jouer à l'école, c'est d'arriver à responsabiliser les jeunes. Il faut aussi que l'école, après chaque innovation pédagogique, pense à la prochaine étape de croissance. L'école est donc une entreprise. L'école, ce n'est plus l'endroit où quelqu'un décide de mettre un tableau au mur, d'avoir des bancs et de faire étudier par cœur les enfants. L'école est une entreprise qui exige beaucoup d'investissement. Mais tout le monde sait aussi que les écoles ne rapportent pas. Tout le monde sait que l'éducation coûte excessivement cher. Et à ce moment-là, l'école doit penser à un investissement, un système d'investissement en permanence, mais surtout investir dans du matériel pédagogique qui peut permettre aux jeunes d'acquérir une meilleure formation, mais aussi qui doit absolument positionner l'école dans le développement durable de la communauté. Nous autres, nous pensons que une école ne peut pas exister sans la communauté et la communauté ne peut pas exister sans l'école. Donc, il faut absolument une autoroute sur laquelle s'harmonise le développement des systèmes éducatifs et besoin de développement de la communauté. Nous devons donc faire fonctionner l'école comme une entreprise, mais attention, avec un objectif très précis, il faut rendre l'école autonome. Ce qui veut dire que ce que nous recevons, ce que les écoles reçoivent, que ce soit des écoles publiques qui reçoivent d'un gouvernement ou une école privée qui reçoivent à partir de l'écolage, il faut pouvoir investir dans un système qui pourra permettre de générer des fonds un peu plus tard et qui, comme je le disais tout à l'heure, investissement en permanence permet de moderniser les équipements en fonction des besoins de développement de la communauté. L'école doit pouvoir offrir un service unique et de qualité supérieure. L'école, pour nous, c'est une entreprise, mais une entreprise qui vise la qualité, une entreprise qui permet des investissements sans arrêt. L'école est une passion entrepreneuriale. Et pour cela, pour que l'école puisse répondre aux besoins de développement réel, il faut faire de l'innovation pédagogique les
poumon de tout système éducatif. Parce que quand on regarde actuellement le développement de la technologie, tous les jeunes disposent d'un téléphone intelligent maintenant. Tous les jeunes utilisent la technologie, mais dans quel sens? Il est donc nécessaire, indispensable, que l'école s'approprie de ces développements, de ces innovations pédagogiques pour que les enfants se sentent plus confortables. Et là, on a compris que passer des livres support papier aux livres numériques permet aux enfants, encourage les élèves à mieux étudier parce qu'ils sont intéressés déjà au support qu'ils utilisent pour travailler. Et là, c'est pourquoi je me permets de prendre un exemple de chez nous. Nous avons créé un espace numérique à l'école, un espace où nous introduisons la recherche pour les enfants à partir de 7 ans. Ce qui veut dire que nous introduisons de la recherche pour les enfants à partir de la première année fondamentale et associer à cette recherche un impact sur le développement de la communauté. Actuellement, les livres disparaissent de plus en plus à l'école pour céder de la place aux ordinateurs, aux tablettes et à tout gadget électronique qui intéresse l'enfant à venir à l'école. Là, par exemple, nous avons des enfants qui sont dans notre laboratoire de robotique. Même quand on sonne la fin du cours, ils ne veulent pas s'en aller. Quand les parents viennent les chercher l'après-midi, ils ne veulent pas s'en aller. Parce que là, ils sont en train de réfléchir non seulement pour améliorer leurs connaissances, leurs compétences, mais aussi qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec ce qu'ils apprennent à l'école. Par exemple, ici, on a quelque part une jeune qui est en train de monter avec un système Arduino un kit de feu de signalisation parce qu'on estime que réguler la circulation peut permettre un meilleur développement économique. Donc, elle a son projet de réguler les feux de signalisation, de construire des feux de signalisation à bon marché avec un petit système d'Arduino. Et là, ça fait partie de la formation qu'ils reçoivent à l'école. Nous devons donc absolument changer nos stratégies pédagogiques et présentement, nous mettons l'accent sur l'approche conceptuelle. L'élève n'apprend pas par cœur, il apprend à construire, il apprend le concept et surtout comment peut-il utiliser le concept. Et l'axe de réflexion qui devrait, à notre avis, être privilégié dans les écoles, c'est la modélisation pédagogique inspirante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que l'élève apprend à l'école devrait être un modèle qui pourrait inspirer les responsables. En 2000, je me rappelle, il y a des élèves qui avaient décidé, en guise d'examen de fin d'année, en sciences expérimentales, de réhabiliter les feux de signalisation au carrefour de l'avenue Martin Luther King, lesquels feux ne fonctionnaient en Haïti depuis plus de 20 ans. Et à partir de ce moment-là, c'était dans le cadre de leur examen de physique, ils avaient dû prendre contact avec les responsables de l'État, non seulement pour avoir l'autorisation d'intervenir, mais pour aussi dire à ces responsables, si le carrefour de l'avenue Martin Luther King est régulé, les gens perdront moins de temps dans l'embouteillage, économie de carburant, économie de temps, et donc c'est pourquoi nous parlons de modélisation pédagogique inspirante. Et depuis quelques années, nous avons décidé au collège de ne plus réaliser d'examen de fin d'année traditionnels en sciences expérimentales tels que savez-vous de et démontrer le théorème de. Ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est mettre les enfants dans un cadre de réflexion et de production de projets qui devraient servir à un développement de la communauté. C'est ce que nous appelons maintenant Expo Science. Et il y a 2 ans, par exemple, il y a des élèves de la classe de seconde qui avaient proposé un nouveau système de transport en commun et comme conséquence, la décentralisation. Ils ont expliqué qu'avec un système de transport en commun performant,
un élève peut habiter à Saint-Marc et venir à l'école à Port-au-Prince. Et à partir du moment que les familles reviendraient à Saint-Marc, automatiquement, il y aurait un développement économique de la zone. Actuellement, cette année, les élèves travaillent sur un sujet qui les préoccupe beaucoup, qui préoccupe tout le monde. Comment innover pour fragiliser la vulnérabilité? Et tous les élèves de la première année fondamentale à la terminale doivent présenter un projet qui doit pouvoir fragiliser la vulnérabilité. Un exemple, nous avons une classe qui travaille sur un village écologique. Ils vont présenter un système d'alimentation électrique d'un village à partir d'énergie solaire et à partir d'énergie éolienne. Ils se sont basés sur ce que nous faisons ici à l'école, parce que là, présentement, nous sommes totalement autonomes en énergie électrique, puisque avec les panneaux solaires et les éoliennes que nous avons installées, nous produisons en moyenne 900 kW par jour. Ce qui veut dire qu'au bout d'un mois, nous produisons en général aux alentours de 3 MW de courant. Et ça nous fait déjà 3 mois depuis qu'on n'a pas utilisé le DH. Nous sommes devenus autonomes. Donc, les élèves maintenant profitent de ce qu'ils voient à l'école pour encourager toutes les familles à utiliser les énergies renouvelables. Nous avons un autre groupe d'élèves qui travaillent sur un simulateur de séisme. Un simulateur de séisme qui permet aux gens de se préparer au cas où. Mais avec ce système d'enseignement, nous avons compris que le développement entrepreneurial est indispensable. C'est ainsi que depuis 7 ans, nous avons introduit un module pour les enfants à partir de 11-12 ans. Ce module, nous l'appelons développement personnel et gestion de projet. Ce qui veut dire que tout ce que les enfants font à l'école, tous les projets qu'ils présentent à l'école, qu'ils élaborent à l'école, ils apprennent à mettre un coup dessus. Il y a 2 ans, par exemple, il y a un enfant qui travaillait avec son père, un enfant de 12 ans, qui a monté un projet. Et quand il dit à son père, ingénieur, il doit présenter le coût de son projet. Et en faisant la liste des dépenses, il ajoute des clous. Et le père de lui dire, mais non, je t'ai donné les clous, tu ne peux pas mettre ça dans le projet. Il répond à son père, le clou a une valeur économique. Si moi, je vais vendre mon projet, il faut que je mette le prix du clou parce que je dois calculer le prix de vente à partir de la valeur de ce projet-là. Donc, c'est le type de travail que nous faisons à l'école depuis les 7 dernières années. Et c'est pourquoi nous pensons que l'école doit permettre à tout un chacun de se découvrir. C'est extrêmement important pour nous que les enfants soient capables de cultiver l'estime de soi. Ils sont capables ils discutent avec les professionnels, ils discutent avec les parents. L'école n'est plus l'endroit où l'enfant étudie par cœur et remet le livre à sa maman ou à son papa pour pouvoir réciter et venir réciter à l'école et avoir une bonne note. Il n'en est pas question. Les élèves, maintenant, tout ce qu'ils font, quel impact sur le développement de la communauté? Et c'est pourquoi nous disons enseigner autrement pour cultiver une nouvelle génération d'acteurs de changement. À l'école, nous considérons notre école et toutes les écoles devraient être des écoles de change maker. Ça veut dire l'enfant qui passe de la première année à la terminale, 13 ans sur les bancs de l'école, après la terminale, il devrait être fonctionnel dans son milieu. Il devrait pouvoir participer au développement économique dans son milieu. Et c'est pourquoi nous orientons et nous faisons de notre mieux pour inspirer toutes les écoles sur une éducation au STEP. Le STEP, pour nous, c'est éduquer à la science, à la technologie, mais aussi à l'entrepreneuriat et à la productivité. Ce que nous cultivons chez nous, les enfants ne doivent pas répéter ou accepter que voulez-vous qu'on fasse, le pays est comme ça. Non. Le développement du pays dépend des jeunes. Si notre génération a échoué,
il faut permettre aux jeunes de prendre la relève et de prendre la relève correctement. Donc, nous pensons, après 2030, qu'est-ce qui va se passer? Quand on regarde comment que la technologie remplace l'humain actuellement, il faut absolument que les élèves soient préparés pour être fonctionnels après 2030. Ça me rappelle dans les fiches d'inscription que nous mettons en ligne, parce que les inscriptions se font chez nous en ligne, il y a une question que nous posons aux parents. Avez-vous le profil de sortie de votre enfant en 2033? Il y a des parents qui se disent, mais pourquoi on doit déjà penser à 2033? Mais un enfant qui rentre en première année maintenant, qui va sortir en terminale, quel est le cheminement qu'on doit lui donner? Quels seront les besoins de développement après 2030? Donc, quel est le cheminement que l'école doit offrir à ses élèves pour qu'ils soient fonctionnels et non des handicapés intellectuels? Parce que nos élèves apprennent énormément, ils passent le bac, ils rentrent à l'université. Et pourquoi nous sommes encore dans un pays considéré comme un pays sous-développé? Nous devons donc absolument tenir compte également du numérique, parce que le numérique absolument permet aux gens d'apprendre à apprendre. L'année dernière, par exemple, on a compris que pendant le confinement dans tous les pays du monde, à cause de la pandémie, les écoles étaient fermées. Et nous, heureusement que nous avions notre plateforme pédagogique qui nous a permis de continuer l'enseignement, la formation avec nos élèves de la première année à la terminale. Donc, nous n'avons pas perdu l'année dernière. Et cette année, maintenant, comment utilisons-nous cet enseignement à distance? Il y a des cours pour lesquels on n'a pas de compétences en Haïti. Par exemple, là, dans l'image, je reviens, pardon, de ce slide, dans l'image qui est en bas et à gauche, nos élèves sont en train de suivre un cours de géodynamique interne avec un professeur qui habite à Nice et qui donne ses cours tous les jours, tous les mardis à l'école. Donc là, nous ouvrons le collège à un enseignement virtuel, un enseignement à distance qui permettent maintenant aux élèves d'avoir une vision beaucoup plus large sur le développement non seulement national, mais aussi un développement international. Et là, nous avons compris que nous ne pouvons pas garder cette formation pour nous parce que ce serait une petite goutte d'eau dans l'océan, ou comme nous disent beaucoup de gens, ce que vous faites, c'est bien, mais c'est une goutte d'eau, c'est juste une goutte d'eau dans un verre. Et là, nous leur disons, la goutte d'eau, il faut l'avoir de deux façons. Ou la goutte d'eau dans un verre d'eau qui ne vaut absolument rien, ou la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, qu'est-ce que nous faisons actuellement? Nous partageons nos expériences avec d'autres écoles, particulièrement au niveau des lycées. Et donc, là, maintenant, nous avons créé ce projet qu'on appelle Lycée Connecté, qui consiste à connecter les lycées sur le collège Quatre-Pressoirs, de telle sorte que toutes les manipulations que nous faisons au laboratoire, dans nos laboratoires, que ce soit physique, chimie, SVT, etc., les élèves de ces lycées-là pourront suivre ces manipulations et pourront également intervenir. Mais pour cela, il nous fallait nous assurer que ces lycées seraient, pour être connectés, seraient branchés non seulement sur Internet, mais aussi avoir l'électricité. Dans le projet, qu'est-ce que nous faisons? Nous équipons les lycées de panneaux solaires pour nous assurer qu'ils auront toujours l'électricité, et nous avons un accord avec la NATCOM pour brancher ces lycées par fibre optique, et de telle sorte que les élèves de ces lycées vont suivre le même cours que nous donnons à nos élèves en sciences expérimentales. Mais quelle exigence que nous leur faisons? Chacun de ces lycées doit identifier les ressources naturelles de sa zone et réorienter avec notre encadrement et l'encadrement du ministère de l'Éducation les stratégies pédagogiques pour que les jeunes soient capables d'exploiter ces ressources naturelles de leur zone pour apprendre justement à créer de la richesse.
Pour le moment, nous avons 2 lycées qui sont connectés, le lycée Saint-Jean-du-Sud et le lycée Célie-Lamour. Et à partir de ce moment-là, nous voulons connecter au moins 2 lycées par département pour permettre aux jeunes d'aller identifier les ressources de leur zone, apprendre à exploiter ces ressources et apprendre à créer de la richesse. Et l'un des cours que nous allons partager aussi avec eux, c'est le cours d'entrepreneuriat. Parce que il ne s'agit pas de leur dire identifier les ressources, exploiter-les, mais comment valoriser les ressources, comment créer de la richesse. Et à ce moment, nous pensons que l'économie haïtienne sera en mutation. Les jeunes vont devenir de vrais acteurs de changement. Ils pourront intervenir dans le développement de leur communauté. Et quand le jeune dans sa région est capable d'exploiter les ressources à partir de ce qu'il a appris à l'école, il n'aura plus envie de partir. Il n'aura plus envie de partir, il aura envie de rester chez lui, créer de la richesse chez lui, développer sa zone. Et donc, nous pensons que le système éducatif doit renforcer l'autonomisation des jeunes pour un développement durable de la communauté. Voilà donc quelle orientation que nous pensons que les systèmes éducatifs devraient avoir pour un meilleur choix de carrière après 2030. En fait, pratiquement, ce sont de très belles présentations et une présentation riche, je dirais, et pour Dr. Lalim et pour Guy-Étienne. Pratiquement, et j'ai pu suivre avec attention les présentations que vous avez faites et il y a des choses que vous avez dit qui sont extrêmement importantes, c'est dire que la communauté, je crois que dans ta présentation, Guy-Étienne, la communauté ne peut pas exister en dehors de l'école, ni l'école en dehors de la communauté. Et tout comme aussi, le docteur Lalim a mentionné ces 2 concepts, la littératie financière ainsi que l'éducation financière. Et le docteur Lalim a mentionné que le capital humain est au centre de la création de richesses. C'est dire que si on parle aujourd'hui en 2021 et nous avons un horizon de 2030 pour les ODD, pour les objectifs de développement durable, il y a pas mal de choses à accomplir pendant cette période. Tout comme aussi, nous en Haïti, nous avons nos exigences, nous avons une réalité particulière par rapport au reste du monde. Ce que j'aimerais savoir, c'est dire que, et la question est pour toi, Dr. Lalim, c'est dans un contexte où Haïti doit rattraper des erreurs et où je dirais rattraper des retards par rapport, et que ce soit de la compétitivité globale par rapport au reste du monde, que ce soit par rapport au développement économique durable, que ce soit par rapport à la création de richesses, comment maintenant et la création de richesses peut être possible avec ce nouveau modèle que nous avons là maintenant de capital humain et comment changer ce modèle de capital humain. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, la première chose, c'est qu'il faut commencer quelque part. Et il me semble que le meilleur endroit pour commencer, c'est à l'école. Et la deuxième chose maintenant, il faut valoriser ce qu'on a. Parce que c'est pas... En fait, faut moun yo pas prendre en question développement en général, développement personnel, développement économique, développement durable, faut moun yo pas prendre tant que son bagay abstrait ou bien son bagay k'ap sorti comme une manne du ciel. Exemple moi men bay c'est tant qu'au Canada, gan pile pied érable en Haïti, m'pa jam mon pied érable, mais Canada gan pile pied érable, et ben Canadien yo réfléchi, yo wè que érable la gon écorce qui gen on de l'eau en balle, yo font jan, yo exploité et puis le Canada c'est le premier exportateur de sirop d'érable dans le monde. L'idée, pour que ça me prenne exemple ça, c'est parce que probablement gon paquet l'autre plante que nous gagnons à Haïti, quitte ces plantes médicinales, quitte ces l'autre plante que nous ouais yo là, nous pas occupé yo, alors que c'est yo même dans le cadre logique identifier ça comme ressource là,
et qu'on y a qui gens pour nous exploiter ressources. Il y a une plus gros ressource que nous gagnons là, qui gaspiller, c'est le soleil là. Fort à fond en hiver au Canada, et puis le lap moins 40 degrés, le lap moins 45 degrés, et puis on prend nous côté en Haïti. 12 mois sur 12, 24 sur 24, il toujours fait bon ou gros soleil chaud pendant toute l'année, ou gagne une belle rivière et puis après qui richesse ça représente. Mais peut-être que ou passe Bobby Centenaire ou rend compte pas quelqu'un monde qui trop conscient que son paquet de richesse qu'il a cap gaspiller pas exploiter. Et puis qu'on y a tout le monde attend qui leur cap gon aide ou bien qui côté on bagay qui pas en Haïti a sorti pour yo utiliser. Alors que vrai démarche là c'est qui ça nous gagne là yo et avec ça nous gagne là yo qui ça n'a pas faveur. Et pour me finir pour me pas prendre trop de temps. En cas où gen moun capteur de là qui t'a pensé que pas de ressources naturelles du tout, gen exemple Japon. Japon dit comme moi son territoire qui pas grand, moi pas gen presque pas même qu'à faire agriculture parce que m'pa gen assez de terre cultivable. Si ça me gagne, moi faire le produit 10 fois mieux que l'autre monde qui gen gros espace. Mais mieux que ça, il dit tête li OK, mais pas de problème, m'a importer tout ça m'pa gen yo. Mais m'a créé valeur ajoutée avec eux. C'est ça que fait ouais Toyota bat tout le monde dans question consommation d'énergie parce que lui-même il pas producteur de pétrole donc faut que lui utilise de façon efficace, de façon optimale pétrole là dans voiture que la produit. Lui-même il gon série de l'autre ressources que il pas gagné. Mais il dit, il y a l'autre ressource que nous avons cap gaspiller en Haïti aussi, c'est le capital humain, c'est notre cerveau que vous avez l'impression, ou dit tout que bon paquet de jeunes qui est extrêmement brillant, qui ont pile talent, mais qui pas utilisé. En Inde, pour vraiment finir là-dessus, en Inde, dit OK, nous avons une série de petits monsieur qui sont très bons en informatique, eh bien, nous faisons en sorte que moins formés nègyo, et puis côté nègyo y en Inde là, ou bien grand pile qui pratique le travail à l'étranger dans le domaine informatique, ou bien tout côté y la Kayoa, l'Inde c'est un pays qui accueillit peut-être beaucoup plus de centres centre d'appel par exemple. Donc on dit tout que mounou gen là yo, cerveau ko gen là yo, mais qui stratégie on utiliser pour développer yo. Et sans que nous pas continuer à plaindre que nous pas de richesse, nous pas de ceci, nous pas de on essayer inventorier tout ça et déterminer qui j'en a utilisé. Yeah. Et je sais pas, Guillaume, si tu veux réagir par rapport à la question. Mais c'est exactement ça, docteur Lalim dit. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Haïti, c'est un pays qui est riche. Nous avons pile possibilités. Et nous-mêmes, ça n'a pas fait. Et moi, répéter, dans l'école, là, ça qui est important pour nous, c'est pas que si on vient apprendre physique, vient apprendre en chimie, ce que ça aurait le biogaz, etc. Ça qui est important, c'est comment si on peut utiliser, par exemple, des déchets pour produire et gaz, pour nous suspendre, commander. L'objectif, c'est fait si on connaît que c'est lui-même qui est responsable du développement pays. Et comme docteur Lalim a dit, ça doit commencer à l'école. Le pays est riche, nous avons un système éducatif qui ne répond pas, et c'est la raison pour laquelle notre objectif maintenant, c'est gagner ça n'a fait dans l'école, dans le cadre préscolaire, à travers particulièrement les écoles publiques, les écoles, les lycées, et nous pourquoi choisir lycée dans Port-au-Prince, nous choisissons lycée dans la province, parce que la province a des richesses extraordinaires. Et, ah ben oui. Et là, déjà, par exemple, quand nous élèves Saint-Jean du Studio, là, nous déplacer pour faire installation pour eux. Ils n'ont pas de vrai que c'est gens qui viennent faire installation pour eux, ils ont participé à l'installation matérielle là. Et à partir de ce moment, déjà, qui discussion qu'a fait, qui richesse qui gagne son ville côtière, comment nous pouvons orienter enseignement SVT, sciences de la vie et de la terre, vers l'exploitation des ressources maritimes, ça veut dire qui le pour y aller pêcher,
qui gens pour pêcher, combien de temps a passé sous la mer pour pêcher, combien pour vendre poisson. Donc, nous-mêmes, nous clairs, nous convaincus que Haïti a suffisamment de richesses pour qu'avec un système éducatif adéquat, nous vînes compétitifs au niveau international, nous capables. Yeah. Et pratiquement, par rapport à ça, je dire, c'est que peut-être si nous avons des avis sur ça, nous avons réagi sur lui. C'est que si nous comprenons par rapport aux deux interventions, que ce soit Dr. Laline, que ce soit et professeur Guy Etienne, c'est que l'école supposée être le principal espace pour faire nous rendre compte que mes richesses que nous gagnons. Et de deux, Jean que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est que nous permettre que Timoun apprenne modéliser que ce soit la solution qu'il a proposée à partir de problèmes. Donc, c'est comme une réflexion par rapport avec l'intervention de tous les deux, valorisation, richesse que nous gagnons et compréhension, problème auquel nous faisons face, il faut qu'il soit présent au sein même de l'éducation. Oui, il n'y a pas sorti de là. Et, en fait, moi, je vais exemple parce que l'exemple en permet que son pas dire pile bagay, moun comprennent qui ça veut dire. On prend l'université Laval au Québec, il y a un département des sciences de la forêt. Pour qui ça? C'est parce que Canada a son vaste territoire. Canada a un paquet de pieds bois. Eh bien, il y a une meilleure façon pour valoriser quantité forêt ça yo, c'est que même si ça n'a pas existé avant, par contre si gagne de l'autre côté, mais c'est que la université Laval Mouel il y en a pour première fois, mais yo dit tête yo pas pour une université pour faire étudier agronomie, tant que Jean agronomie a étudié en France, mais ils font une université qui pour étudier agronomie dans le contexte payoa. Et dans le contexte payoa, son contexte il y a pile pied bois, donc ils ont initié un département des sciences de la forêt. Donc, je veux dire, on n'a pas besoin, on a un paquet l'école en Haïti qui dit qu'il a fait génie, mais qu'il a fait génie dans le livre seulement, évidemment. Il ne faut pas dire dans le livre là, il faut m'ajouter seulement, parce qu'en même temps, on ne peut pas faire génie sans livre non plus. Donc, génie, c'est théorie d'abord, mais en plus de théorie, ça, la théorie a fini bien assimilée. Deuxième étape là, c'est qui gens ça nous saute apprendre là, qu'à changer et transformer la vie. Nous. Et je dis ça extrêmement important parce que nous sommes pas en Haïti que moun commence à penser que l'école n'est pas importante. Ou du moins, il y a un groupe moun qui commence à penser que l'école n'est pas importante. Donc, et déjà, dans le système pédagogique qu'a mis en place, il faut nous prendre contre-pied de penser ça qu'a émergé. Et une meilleure façon pour nous prendre contre-pied, c'est commencer à montrer, tant qu'on a tout exemple, professeur Etienne Soudbaye là, commencer à montrer, mais qui gens, tel type de concept, tel type de théorie, qui permet de nous faire qui ça, et qu'on y a deuxième étape là, c'est qui gens nous ka commercialiser résultat ça yo, qui pour faire élève là connaît que dès lors que le fin fait primaire, secondaire, dans l'école lycée ou bien dans l'école qui allait dans le type de modèle professeur Etienne a prôné, lui-même, non seulement il a un pile bagay que le café, mais il a une responsabilité ça pour changer la vie lui-même et essayer de changer la communauté. Et là, ça, si on a commencé à comprendre que il y a de meilleures solutions à proposer que nèg qui prend zam. Et ça est extrêmement important pour moi. Yeah. Et vous voulez rajouter un bagage pour ce qui est effectivement l'école, grand pile monde qui a fait Timoun comprendre que l'école pas bail. Vous entendez il y a des leaders politiques qui te disent l'école pas bail. Mais c'est qui l'école? Premièrement. Et deuxièmement, qui ça que y a pas prendre dans l'école là pour Timoun qui vinn un vrai leader de développement, on ne va pas parler de leader politique non, un leader de développement. Nous avons un groupe d'élèves de seconde qui a réfléchi qu'on y est là sur la problématique du plastique. Les sachets de plastique, les emballages plastiques, qui a pollué tout côté, qui a pollué le monde. Mais qui étude que a fait qu'on y est là, qui recherche que nous avons fait dans le laboratoire, dans l'école là, avec qui composants, qui produit que nous avons fabriqué un nouveau type de plastique, de telle sorte que
après utilisation, même le plastique, ça, emballage, ça, jeté dans la nature, les vignes ont aliment, par exemple, pour les animaux de la mer. Donc, au lieu que nous utiliser plastique qui pourrait le polluer, comment nous pourrions le dépolluer? Et son recherche liée, son recherche qu'il a fait. Et faut nous que Jean Timounio arrive jusqu'à analyser les potentialités des micro-algues. Et c'est ça l'école. L'école, ce n'est pas fait si on étudier que des micro-algues là et puis qui coule le lien, etc. Mais c'est qui potentialité micro-algues, qui ça nous a fait avec lui. Pas fait si on étudier que plastique là créer pollution, etc. Mais qui ça peut faire pour remplacer plastique là? Et donc l'école c'est ça lié pour nous. Son côté pour Timounio a réfléchi, pour poser problème de développement, pour faire des propositions. Et même ou une question te posée tout à l'heure là, par rapport à erreurs qu'ils commettent déjà. Mais ça pour jeunes, ça pour nous apprendre jeunes, l'erreur ne doit être qu'une marche de l'escalier du succès. Nous pas chita sous erreur, nous commettons erreur, son échec lié, nous pas chita sous échec là, on monter sous échec là, ça veut dire que nous avons gardé dans bas pied nous. Qui j'en nous parle pour ne pas commettre erreur ça encore et comment on va participer au développement de la communauté. Et à partir de ce moment-là, si nous devenons fiers de lui. Et voilà un bagage que l'école pas développé, que nous oblige à développer la fierté d'être. Et lorsque l'enfant sait que c'est lui qui est responsable du développement du pays, eh bien, je ne pas cacher dire nous, la capable de soulever la terre, la capable de coller la terre avec la lune, avec toute planète, parce que faut qu'Haïti développe ce qu'on doit développer chez les enfants. Haïti doit devenir compétitif sur le marché international. Parce que nos jeunes Haïtiens ne sont pas différents des Japonais. Le Japonais est dans un autre milieu qui stimule son intelligence. Et bien, il faut que le système éducatif noir stimuler les jeunes nous pour être capable d'être compétitif sur le marché international. Parce que nous-mêmes, jeunes nous, par exemple, ils ont participé dans des compétitions internationales. Les Olympiades en géosciences. Depuis 4 ans, on a participé là-dedans. Chaque année, ils veulent retourner en Haïti avec médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. On a fait participer dans un programme extrêmement intéressant que c'est de le mettre en place. C'est Diamond Challenge. C'est comment Timoun peut penser à un problème et qui solution pour le porter pour le problème ça. L'année dernière, par exemple, nous avons un groupe de jeunes qui travaillent sur un canne pour les aveugles. ICANN. Et à ce moment-là, pour problème posé, nous pas dit qui ça nous a fait. Nous pas dit nous pas qu'à faire, nous pas dit pays en c'est qu'on s'allier. Problème posé, qui gens pour l'école porter Timoun à résoudre le problème. Et on a encore le système éducatif qui pour développer. Là, il est venu, il dit nous, écoutez, nous avons tel problème. Nous leur disons que ça ne nous intéresse pas. Dites-nous que vous avez un problème, voilà les éléments de solution que vous proposez, on a discuté avec vous. Mais pas venir dire qu'on a un problème. Un problème, ce n'est pas un problème pour nous. Dis-nous que mes problèmes qu'on gagne, mais qui éléments de solution que vous voulez bailler. Et à partir de ce moment-là, on va prendre si mon réfléchir, on va prendre si mon vie autonome. OK. Et je vais ajouter un point sur ça, sur point ça. Point qui est important, c'est que si vous bien regardez dans la littératie financière, là, il y a un aspect compétence, mais il y a un aspect confiance. Confiance basée sur l'estime de soi. Maintenant, développement estime de soi est extrêmement important dans la nouvelle école, nous besoin. Et je dis malheureusement, Haïtiens presque voulaient penser que pas de motif de fierté encore en Haïti, parce que les gens qui ont fait des ordres en Haïti voulaient accaparer de l'espace là beaucoup plus que les gens qui ont innové dans le collège 4 spécial. Tout le monde connaît Chimère, tout le monde connaît chef gang, mais pas un pile monde qui connaît ti monde qui prend médaille d'or dans le concours neurosciences à l'étranger. Alors, ce que je veux dire, ça qui passe pour Haïtiens joindre un motif de fierté, il faut le retourner loin dans l'histoire, dans l'indépendance ou bien dans ça nous réalisé depuis longtemps. Mais je dis là, vrai motif de fierté, nous n'avons joint dans valoriser ça la caille nous, dans appliquer la science pour exploiter les ressources potentielles que nous avons.
un exemple très simple, m'intéresse en pile avec question médecine naturelle parce que à un certain moment, ça a intrigué le fait que je dis au Canada, nous sous troisième vague, nous sous couvre-feu, même la guerre mondiale pas de couvre-feu au Canada, nous sous couvre-feu tellement Covid l'a fait ravage, nous sous troisième vague là, qui pire que deux premières vagues. Et puis en Haïti, nous sommes relativement relax. Donc, à un certain moment, nous disons que peut-être que question médecine traditionnelle là, a un rôle que le jouer dans ça. Yeah. Maintenant, le map documenté sur ça, moi, je me rends compte que il y a un agronome Sevrin qui te font inventaire d'un ensemble de plantes qui gagnent, et c'est ça en Haïti qui gagne. Maintenant, ça permet de nous faire qui ça. Et il y a pile recherche qui fait, je ne vais pas entrer dans les détails sur ça, n'est pas seulement des présentation sur ça, dans Sommet Finance, justement. Nous rendons compte que y a un pile plante que ce soit en Haïti et qui a des vertus curatives extraordinaires. Maintenant, je dis là, si on arrive et montrer, mais qui ont qu'à exploiter une plante comme ça, et il y a une recherche qui fait sur ça qui montre l'efficacité, ou gagner de quoi à exposer dans le monde entier et a dit par exemple que une série de maladies chroniques, notamment diabète, notamment hypertension ou bien plusieurs autres maladies qui fait ravage dans le monde, eh bien, Haïti a dit selon recherche nous mener et selon ressources nous gagnent dans le domaine plante médicinale, mais qui ça nous proposer pour telle maladie. Et ça, les met au même niveau que n'importe quel pays développé, en fait. Et lui permettre qu'on redéveloppe fierté, ça, que nous commençons à perdre, mais pour faire, effectivement, l'école, là, encore, nous retourner la donne, il y a un rôle pour jouer, et rôle, ça, pour jouer, les parties de valorisation, ça, nous peut-être pas qu'on rentrer dans une série de gros, en fait, c'est pas que nous pouvons rentrer là-dedans, mais meilleure façon pour nous faire valoir ça à travers le monde, c'est à partir de ça nous et ça nous gagner comme ressources. Et malheureusement, nous avons minimiser les ressources, et bien, démarche là dans l'école aujourd'hui, c'est permettre si nous de développer capacité pour exploiter ça et des bagages que nous avons pensé qui pas de ressources, tant que déchets, nous avons si par exemple, projet courant 24 sur 24, là, c'est un projet pour te transformer déchets en électricité. Moi, c'est la plus belle bagage qui existe en Haïti. Et docteur, et en fait, nous avons parti que nos statuts sous valorisation, même deux dernières questions, parce que tant il y a un pile, nous avons presque excédé. Mais pour la question de là, c'est peut-être aller là par rapport avec qui sa mission l'école auparavant. Et par rapport avec l'expérience, peut-être nous, si nous avons une phrase, nous avons peut-être dit, et si nous avons redéfini mission l'école par rapport à la contexte actuel, par rapport avec les obligations que nous supposons gagner avec pour nous compétitifs sur le plan mondial, pour nous mobiliser et développement dans diverses sphères dans le pays, mais de deux, permettre que si nous sommes conscients de capacité, parle, que qu'on ait que cerveau, comment on peut redéfinir mission l'école? Allez, non, professeur Etienne. C'est peut-être question à tout honneur, tout honneur. Tout honneur. Non, moi, je pense que mission l'école longtemps, j'ai exagéré, m'a envie de dire que parents yo connaît que son côté vient déposer Timounio pour aller travailler même Timounio en sécurité. C'était ça l'école autrefois. Et puis Timounio, à la fin du mois, il faut pour ton bon carnet. Si pas un bon carnet, il prend bâton. Mais mission l'école, c'est accompagner tout gouvernement, je préfère dire l'État du pays, vers la recherche d'un développement et de développement durable. C'est ça pour mission l'école. L'école, c'est côté pour nous former des acteurs de changement. L'école, c'est un laboratoire de recherche et de développement pour tout gouvernement à utiliser, pour l'État à utiliser. Il faut l'État capable de faire des projections sur 25 ans.
qui ça nous voulait pour le pays pour les 25 prochaines années. Ok. Et dans ce cas-là, qui ça université, qui type d'extra pour l'université en Banou? Donc, qui type d'extra que l'école supposée bailler pour intrant universitaire? Son politique publique générale et l'école sont maillons extrêmement importants. Bavinalto, là, parce que vous voulez toucher partie ça. Et Allez. docteur Lalé. Ah, moi-même, je dis une seule phrase. Je ne pas même considérer ça l'école là théier, mais je considérer ça l'école là douée. L'école là douée côté qui permet nous à faire acquisition capital humain, nous sommes parlé tout à l'heure, qui c'est compétences, expérience, estime de soi, qui permettent nous produire richesse qui améliore bien-être nous aujourd'hui et dans le futur. Bien-être nous, et ma bay un petit exemple pour tout le monde qui a bien comprendre ça me veut dire, monter dans machine à un petit monde qui gagne 5 ans ici au Québec. Nous sommes chercher le garderie justement. Et puis, mais comme nous avons l'autre rendez-vous tout de suite après, gon lumière jaune, et puis je courir accélérer pour ne pas prendre lumière rouge là pour ne pas perdre 1 minute. Et puis, il dit, tu conduis mal. Et puis, m'étonné, il dit, comment ça? Il dit, oui, quand il y a le feu rouge, on nous a appris qu'il faut ralentir et attendre après le feu rouge, on continue. L'école, c'est aspect citoyen, ça, qui permet que si moun depuis le kindergarten, il connaît mais qui ça doit faire, mais qui ça pas doit faire. Si on ti moun tape ici au Québec, là, dit non, tu n'as pas le droit. Parce que yo dit dans l'école, là, il pas le droit ça. Donc, yo permettent de lier toute culture à la fois scientifique mais sociale de base qui permettent yo améliorer bien-être aujourd'hui mais bien-être futur là tout parce que à un certain moment là te gen pandémie tant que Covid par exemple là te gen la grippe espagnole on paquet monde te mouri et te on paquet temps pas de vaccin mais aujourd'hui avec compétence nous acquérir l'école yo à tous les niveaux on vaccin fait rapidement. Donc, ça permet que nous avons fait face à la situation qui pose aujourd'hui, mais nous avons fait face à la situation qui a posé en 2030, mais en 2130 ou en 3130 tout, parce que c'est l'école là pour nous faire toute prévision et toute provision de compétences pour nous faire ça. OK. Et dernière question que m'a posée, on dit, et il rapport avec, on connaît, gain tako le collège Casper et il y a de l'autre l'école tout on dit qui a posé des actions on dit non dimension nucléaire qui a travaillé avec Timonio on a réadapté et mission de l'école travail que l'école a fait tout comme tout nous-mêmes au sein de CEDEL avec le programme de transfert ça c'est des actions nucléaires maintenant les nous en face maintenant une réalité globale OK nationale et l'idée c'est est-ce que c'est là pratiquement besoin et que nous porter des éléments de réponse. Est-ce que le nécessaire qu'on y a, parce que nous ne pas connaît s'il existait, il ne pas croire qu'il existait, une politique de capital humain. Parce que nous connaissons que le Banque mondiale a une orientation que le fait sous capital humain. Maintenant, dans le cadre d'Haïti, si on a développé une politique de capital humain et si tu as 4 éléments, ou bien 2 ou 3, ou même jusqu'à 3, nous avons intégré une politique de capital humain qui élément de réponse nous avons dit en termes de nécessité pour une politique de capital humain, mais tout en termes de input au sein du capital humain et quoi prendre en compte par rapport avec réalité nationale là et par rapport avec réalité globale, technologie, digitalisation et un paquet d'autres problèmes qui a venir ensuite. Et docteur Ladi. Ben, premier, ou tout à l'heure, tu as demandé est-ce qu'elle existait. Moi-même, David dit, nous pas même besoin comme s'il existait. Nous avons continué à faire ça ou on a fait aujourd'hui. L'idée, c'est que l'IVIN presque une responsabilité citoyenne pour, en fait, mon l'église dit pour les hommes de bonne volonté, en fait, les hommes et les femmes de bonne volonté, pour nous dire nous qui ça n'a fait pour sortir pays côté lié aujourd'hui là. Dans qui ça l'a fait, lié ça professeur Etienne a fait, lié ça CEDEL a fait, lié ça groupe croissance a fait, lié ça nous chaque qui sous panel là a fait. Maintenant, qui ça qui mérite pour ajouter sur ça,
l'idée c'est que groupe monde ça nous sorti cité là, ou pas qu'à faire tout. Nous t'a bien aimé que gon encadrement étatique, un encadrement national. Mais malheureusement, de par expérience, nous nous compte en Haïti, si nous c'est l'État qui baille le ton, eh bien, malheureusement, il faut nous dire où il y a plus de l'État qui plus intéressé à distribuer les armes dans le ghetto que aider dans le lycée des bons laboratoires scientifiques qui permettent, même dans le ghetto, ça, à faire aller dans le concours neurosciences plutôt. Parce que, ou d'accord avec les qui chef gang, sont extrêmement intelligents que lui, qui était un excellent scientifique. Qu'on y a qui ça pour faire, c'est de préférence, moun qui pour dans quel que soit niveau que vous ayez, et moi, docteur Jean-Pierre Issoiste dit ça dans temps parle, chaque monde a une contribution que vous avez dans le sens pour créer une nouvelle école d'abord, même si c'est en donnant l'exemple, et ensuite, à partir de nouvelle école, ça, aider à participer dans la construction de nouveaux citoyens, et nouveaux citoyens, ça, participer dans améliorer bien-être mondial. Qui j'en pour le faire, ça, je dis à l'intervention PAMNA, c'était dans comment se mettre accent sur la littératie financière là, parce que même j'ai ingénieur apprendre à construire caille, il y a des gens pour montrer moun qui gens pour créer richesse tout, pour moun apprendre qui gens pour créer richesse de façon licite. Et c'est peut-être sous point ça, Jean, ni moi-même, ni professeur Etienne dit pendant tout panel là, que il y a une faiblesse qui mérite corriger. Et ces faiblesses, nous-mêmes, n'a pas de contribution pour nous corriger. Et pendant, nous profiter peut-être exiger que les gens qui placent pour ça, ait contribution pour problème ça corriger. Oui, et professeur Gates. Bon, et moi, je pense que pour nous développer capital humain, d'abord, il faut que tu aies investi dans la compétence jeune, pas connaissance seulement, parce que c'est bon pour jeunes qui ont connaissance, mais c'est pour nous investir dans des stratégies pour développer des compétences chez les jeunes. Il faut nous investir pour nous développer également des attitudes positives chez les jeunes. Ça veut dire que l'homme face à un problème qui j'aime pour me réagir, qui j'aime pour aller chercher le réservoir compétences que j'ai, qui ça que je peux faire avec lui. Et il faut investir tout l'apprendre jeunes à mettre en réseau avec l'autre. Parce que seul, nous ne sommes pas capables de réussir. Il faut que c'est ensemble, il faut que c'est partage de connaissances, de compétences qui nous permettent de nous réussir. Moi, je pense que c'est ça pour nous réussir faire. Développer capital humain, c'est développer compétences la jeunes, développer des comportements positifs la caillou et développer capacité jeunes pour mettre tête en réseau pour être capable de développer communauté ensemble. En fait, je pense que pratiquement nous contourner autour de tout, et bien que tu as un pile moment encore pour nous continuer la conversation, continuer à parler toujours, parce que nous sentons que le sujet est riche, et donc paquet de bas côté carité là-dedans. Et m'a rappelé que nous étions sous panel, nous tapé font une conversation autour de l'éducation entrepreneuriale et financière et comment créer le capital humain en 21e siècle. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Et m'a rappelé quelques paroles qui étaient extraordinairement intéressantes. Côté que nous connaissons que Haïti, pas absolument rien sans l'école tout, pas absolument rien. Et l'école là supposé redéfinir mission et par rapport ensemble avec la réalité que nous avons là, par rapport ensemble avec la réalité globale pour permettre que si nous sommes des acteurs de changement, que si nous nous rendons compte ou bien individu à rendre compte que au centre de création de richesse là, c'est en dehors que l'absolu valoriser compétences, proposer solutions problèmes et modéliser expérience nous en fonction de problèmes et réalités que nous vivons là-dedans. Donc, merci pour l'attention, merci Dr. Lalim, merci encore et professeur Guétin. Merci Kirby, c'était un plaisir. Et ma petite témoignage a une seule image. L'école 2021e siècle là, sont l'école qui suppose nous un trousseau clé suffisamment important pour même s'il pas
clé ça yo pas ka ouvert toute porte nou vle, mais li permet nous tout qu'à faire des ajustements dans trousseau, dans clé nous gagne dans trousseau de telle sorte que porte nous vle ouvert, sac manqué nous ajuster et puis nous ouvert porte là et porte ça c'est pour création de richesse, porte ça c'est pour augmentation de bien-être pour l'autre Haïti dans le futur. Je ne vais pas mettre de date sur lui, mais dans le futur. C'est un grand plaisir pour me partager le panel là avec le professeur Etienne, avec nous, et je remercie nous pour l'invitation. Je remercie tout le monde qui t'a attendu nous. À bientôt. Oui. Un dernier mot, professeur Etienne. Oui, c'était un gros plaisir pour moi pour me participer dans le panel ça avec Dr. Lalim, avec Kirby, que je connais depuis longtemps, on a travaillé sur des projets positifs depuis longtemps. Même j'ai fini en disant à tout le monde, particulièrement aux jeunes Haïtiens, croyez en vous-même. Vous avez des capacités, les capacités pour changer ce pays. Le paradis n'est pas ailleurs, le paradis est en Haïti. Créons notre paradis en Haïti, nous en sommes capables. Mais merci tout le monde. Merci encore à Profine avec CED Haïti et chaque partenaire qui te permet que l'activité soit possible. Ou t'as suivre le sommet de la finance 2020.